Moi, je voudrais commencer par un clin d'œil. Donc, je suis Thomas Vilco, je suis le directeur commercial de l'école. Je travaille sur la spécialité de François. Et jusqu'à il y a peu, j'étais à votre place, puisque j'ai été le DRH et le patron d'exploitation pour les magasins de proximité du groupe Casino sur le territoire national. Donc, voilà. Bienvenue parmi nous. Et dans les clins d'œil que je voulais vous faire, c'est quand on parle de Grenoble École de Management, on parle souvent de Grenoble, forcément, c'est dans notre appellation. Mais aussi, on a un formidable campus sur Paris, ça a été dit. Et c'est important puisqu'en fait, notre métier, je le rappelle, c'est de vous accompagner au quotidien, au-delà de la formation initiale, dans vos enjeux, qui soient effectivement RH, qui soient des enjeux de direction. Et donc, on est là à Paris également, c'est important de le repréciser. Alors ce soir, je suis très très bien entouré, puis j'ai une tâche difficile parce que j'ai une femme de médias à côté de moi qui travaille au sein du groupe France Télévisions. Je vais la laisser se présenter, mais enfin, j'ai un rôle très difficile d'animer aux côtés d'une personnalité comme ça. On a un seul objectif qu'on partage tous les trois et qu'on va partager ensemble, finalement, c'est d'interroger nos pratiques. Vous avez vu qu'il y a un titre qui est volontairement un peu dans le débat et presque dans la, j'allais dire, pour vous piquer un petit peu, de croiser les regards et puis aussi d'ouvrir un certain nombre de perspectives pour que finalement, à la fin de cet échange, on repart tous plus riches, avec des idées nouvelles, des pistes à explorer, chacun dans son métier, et c'est l'objectif. Alors, Béatrice, si tu le permets, je vais te passer la parole pour te laisser quelques mots de présentation, pour que tu nous dises qui tu es, par une alumni célèbre, mais en tout cas que tu nous dises quelques mots sur ton parcours. Alors, merci beaucoup Thomas. Donc, entre expert et célèbre, après, il va falloir assurer quand même. Merci pour ça. Merci à vous tous d'être en ligne et en présentiel ce soir. C'est toujours compliqué de se libérer. Donc, on va être avec Rafi, on a un grand défi, c'est d'être à la hauteur de vos attentes. Donc, moi, je suis Béatrice Le Fouest, alumni. Bon, c'est compliqué à assumer, mais 1992, voilà. C'est dit. J'ai fait un master Harvard à Newcastle en échange après la troisième année en RH. Donc moi j'ai en quelques mots eu la chance de travailler dans le domaine des médias et des télécoms principalement, à des rôles de DRH opérationnel et des fonctions support. Et j'ai surtout eu la chance d'accompagner ma plus belle expérience professionnelle, c'est celle d'avoir été la DRH de France 24, la chaîne internationale. Donc j'ai vécu des entreprises à leur création, à leur crise majeure chez Bouygues Télécom, avec un départ de 2500 salariés. En création, j'étais chez Amplifon, j'ai fait un détour dans les aides auditives, c'est plutôt un secteur en croissance, et là on était en pleine croissance. Et là je suis dans le service public, ce qui est après avoir passé beaucoup de temps dans le privé, une forme de choc culturel, mais très, très intéressant. Donc je suis au sein de France Télévisions la directrice des parcours professionnels et de la diversité. C'est une direction qui a été créée pour en fait créer des produits, des services au service des DRH opérationnels afin qu'ils puissent accompagner leurs collaborateurs à chacune des étapes de leur vie professionnelle. Donc aussi bien évidemment le sourcing, le recrutement, le onboarding, la gestion de leur carrière, les entretiens annuels, les entretiens pro, il y a une université aussi, la rémunération. Et en filigrane, deux choses qui nous tiennent à cœur, l'égalité des chances, l'inclusion et la diversité, donc que dans chacun des process RH, on ait bien ces deux grandes notions, et le marketing RH, l'innovation sociale et la marque employeur aussi, pour que chacun de nos produits et services soit marketé. Alors moi, j'arrive dans un lieu très, très privé et école de commerce, donc je bouscule un tout petit peu la culture, mais ça ne manque pas d'intérêt. Et comme ils sont pris au dépourvu, en fait, on arrive à faire pas mal de choses. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est un formidable métier parce qu'on a le job de DRH, pour moi, les emmerde quand même, parce qu'on ne fait que les choses simples, en forme. On ne vire pas beaucoup en plus chez France Télévisions. Mais ça crée d'autres challenges, on pourra peut-être en parler. Voilà. Merci Béatrice, en tout cas tu as un point d'action et un point d'observation central pour les pratiques managériales dont on va parler ce soir. Formidable. Merci beaucoup. Rafi, je te passe la parole. Donc, moi je m'appelle Rafi Dubedjian, je suis enseignant chercheur à Grenoble École de Management depuis très longtemps, donc PGE 92 comme toi. Donc je suis très impressionné d'être ici parce qu'en général je suis devant les étudiants ou devant les académiques et assez rarement devant un public comme le vôtre, mais je suis très content d'être là. Alors, mon parcours est un peu plus linéaire a priori, puisque je suis sorti de l'école. J'ai commencé ensuite
un doctorat, en parallèle en faisant un petit peu de consulting et en étant en même temps vacataire à Grenoble École de Management. Et aujourd'hui, mes domaines, donc je passe actuellement une partie de mon temps à faire de l'enseignement, une autre partie de mon temps à faire de la formation et une autre partie de mon temps à faire de la recherche. La recherche, je vais vous en parler un peu plus quand je vais parler pays économiques, mais disons que je m'intéresse aussi à une thématique un peu bizarre, qui est le bricolage organisationnel et entrepreneurial. C'est-à-dire que je m'intéresse à la façon dont les gens font ce que leur demande de faire sans qu'ils aient les moyens de le faire, et donc ils doivent se débrouiller. Donc je fais partie des 4 ou 5 experts mondiaux sur le sujet, on n'est pas très nombreux. Et c'est l'une de mes fiertés parce que c'est l'un des rares concepts en management qui vient du français. Hormis entrepreneur qui vient, comme vous le savez, du français, il y a bricolage maintenant aussi. C'est toujours intéressant d'entendre les anglo-saxons essayer désespérément de savoir comment prononcer bricolage. Au niveau de l'enseignement, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce qui me plaît énormément dans le fait d'être enseignant-chercheur à l'école, c'est que j'ai une très grande liberté pour enseigner ce que j'ai envie d'enseigner, ce qui fait que quand tout à l'heure, quelqu'un en emploi m'a dit « mais qu'est-ce que tu enseignes ?» En fait, j'ai été incapable de lui répondre. J'ai des collègues qui sont profs de marketing, d'autres qui sont profs de théorie des organisations. Et moi, je fais des cours aussi différents que design informationnel, c'est-à-dire que j'apprends à mes étudiants à faire du PowerPoint. Un cours qui s'appelle Apprendre à désobéir, qui enseigne toute autre chose et qui marche plutôt bien. Un cours qui s'appelle Penser en temps de crise, un cours de gestion des connaissances. Donc, cette école, depuis le début en fait, permet encore à ses profs d'innover aussi bien sur les modalités d'enseignement, sur les thématiques d'enseignement. Et donc, je profite de cette liberté pour me lâcher un petit peu. Sachant qu'en plus, on ne me demande pas par rapport à la paix économique, je fais partie des personnes qui sont un peu à l'origine de cette idée de paix économique à l'école et j'ai été dès l'origine avec Dominique Steller dans la création de la chaire dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Merci Rafi pour cette présentation. Alors, je ne peux pas m'empêcher parce que dans la salle, il y a des femmes et des hommes d'entreprise et quand on dit le mot chaire, bon, ça fait un peu gros mot, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne. Tu peux juste nous dire un mot ce que c'est qu'une chaire parce que il y a des entreprises qui pourraient être... Alors, je vais essayer de dire ça de façon assez courte. Donc, une chaire, c'est une institution, donc une organisation de recherche. C'est une chaire de recherche qui a pour vocation d'investiguer des sujets émergents, des sujets originaux, sur lesquels on n'a pas vraiment de réponse et je dirais même sur lesquels on se pose beaucoup de questions. Ce que j'ai oublié de dire d'ailleurs tout à l'heure quand Béatrice a parlé d'expertise, c'est que moi je me sens extrêmement mal à l'aise quand on parle d'expert parce qu'on attend souvent de l'expert qu'il amène des réponses alors que moi mon métier c'est de poser des questions essentiellement. Et restez dans la salle en fait. et en plus quand on me pose des questions en général je n'y réponds pas, sauf celle-là. Donc une chaire c'est donc un lieu dans lequel on fait se rencontrer des entreprises et des chercheurs sur des questionnements, comme je l'ai dit, qui sont innovants, qui posent question. Et dans cet espace-là, on peut s'autoriser des dispositifs de réflexion qui sont assez originaux. On peut par exemple, bien sûr, imaginer des coproductions de recherche entre les entreprises partenaires de la chaire et les chercheurs. On a aussi mis en place une communauté de pratique, c'est-à-dire un espace dans lequel les entreprises partenaires de la chaire viennent discuter ensemble de leurs problèmes avec des chercheurs qui sont là pour les titiller un petit peu et reformuler en partie ce qui a été entendu. On organise aussi des événements, des trophées de la paix économique. Donc en fait, c'est vraiment un espace très très pluriel dans lequel on essaye par tous les bouts possibles de faire tenir ensemble un dispositif qui est assez difficile à faire tenir, qui est le monde de l'entreprise d'un côté et le monde de la recherche en management de l'autre. Moi, j'ai entendu quelques mots quand même qui sont importants pour les gens qui sont dans la salle. Il y a cette notion de réseau de partenaires autour d'une chaire, et donc ça permet des fois de croiser ses concurrents, de croiser ses fournisseurs, ça permet d'avoir un intérêt de gens qui sont plutôt en frontal d'habitude. Et puis, il y a cette idée de retrouver le temps long aussi, c'est-à-dire de réfléchir sur l'avenir de nos métiers, sur l'avenir du secteur, et c'est important parce qu'on en manque souvent en entreprise, donc il y a une vraie utilité. Alors, tu parles d'utilité, il y a un élément complémentaire que je peux dire, c'est que la chaire qu'on a créée, on l'a créée en même temps qu'une fondation, qui est pilotée par la Fondation de France, et qui nous permet donc d'être financés par cette fondation d'utilité publique, et donc de ne pas être au service de telle ou telle entreprise, mais au service de questionnements qui concernent toutes les entreprises dans le service de la chaire, et qui viennent amener leur questionnement collectif. Alors, on est réunis pour parler de pratiques managériales, vous l'avez bien compris. Quand j'ai vu que Rafi était avec nous, j'ai vu paix économique, et je me suis dit, de ma pratique, l'entreprise, c'est quand même plutôt un lieu où il y a des oppositions un petit peu structurelles. Alors, j'en avais noté quelques-unes. Pour l'économique, le social, ça paraît une certaine évidence. Fournisseur-client, siège-terrain,
C'est souvent quelque chose qu'on retrouve, effectivement, je vois des sourcils qui se sont levés dans la salle. Les anciens qui essaient de transmettre quelque chose et les nouveaux, les jeunes, les apprentis par exemple, et puis dirigeants, employés. Donc on a toutes ces oppositions. Alors quand on parle de paix économique, ça peut surprendre. Ben, on n'en parle pas, on essaie de la pratiquer. Non. On essaie en fait, ça démarre, l'idée démarre à partir d'une réflexion d'enseignants-chercheurs qui sont présents à l'école et qui constatent quelque chose qu'en général on ne constate pas parce qu'on est complètement immergé dedans, c'est que le vocabulaire du management est un vocabulaire fondamentalement guerrier. Vous savez que la discipline dans le management, c'est la stratégie qui vient de la guerre, et on utilise au quotidien dans nos enseignements des termes dont on ne mesure pas toujours la violence intrinsèque. Par exemple, moi j'entends les entreprises dire que le marketing répond à mes besoins, mais que je suis en même temps une cible en marketing. Et quand j'entends ce mot-là, je vois bien sûr toute une série de blockbusters américains où des cibles se baladent sur des personnes, et je ne trouve pas ça très agréable. Donc si en fait on s'est aperçu de plein de choses. On s'est aperçu d'abord que le champ lexical du management est assez guerrier, donc assez violent. On s'est également aperçu qu'on parlait de façon assez omniprésente de la guerre économique, mais que l'expression paix économique n'existait quasiment pas. Ce qui est un petit peu étrange parce que, vous le savez comme moi, il existe un couple indissociable qui est le couple de guerre et paix. Enfin, ce serait compliqué d'en parler plus par rapport au contexte, mais en général, ce couple existe parce que quand on est en état de guerre, on espère qu'un jour, ça va se terminer, qu'un soldat, normalement, agit en situation de combat pour qu'un jour, les choses se terminent. Et on avait l'impression, et quand je dis « on », c'est l'ensemble des personnes qui s'étaient réunies à l'époque autour de cette idée de paix économique, qu'il n'y avait en fait pas de terme qui venait quelque part jouer en tension avec la notion de guerre économique. Et j'ai posé à ce moment-là la question à Dominique Steller, qui a été militaire pendant 6 ans. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que serait à un moment donné une personne qui agirait dans une situation de guerre pour laquelle il n'y aurait pas d'horizon de paix? Guerre économique sans fin. Il m'a dit, ce ne serait pas un soldat, ce serait un mercenaire. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ça voudrait dire qu'on forme des mercenaires dans les écoles de management? Donc en fait, ça a démarré là-dessus. Et on s'est dit, il est urgent, non pas de remplacer un système par un autre, parce qu'il n'a absolument aucun sens, et même les étudiants que j'ai face à moi en cours le disent, on n'a pas envie de passer d'un monde à un autre, ce serait complètement utopique et en plus irréaliste, mais c'est l'idée de créer un autre espace de pensée qui viendrait en contrepoint de cette idée un petit peu hégémonique de guerre économique et qui ouvrirait des pratiques un petit peu différentes et qui notamment permettrait de reconsidérer les objectifs de l'entreprise, sa place dans la cité, sa place dans l'économie. J'essaie de faire court. Et cette notion, je rebondis sur tes mots, d'autres espaces possibles. On sent aussi qu'il y a cette notion derrière de, pourquoi pas, une trajectoire de progrès, en tout cas pour aller vers autre chose, autrement, même si c'est pas un monde d'après, c'est en tout cas quelque chose qui est en transition. Alors, la transition, on l'a tous vécu, je vais me tourner vers Béatrice. On a connu un contexte, et on connaît encore, on n'est pas tout à fait sorti, qui a bousculé quelques certitudes. Alors, est-ce que c'est finalement un accélérateur, Béatrice, sur certains sujets? Est-ce que c'est une contrainte, une invitation à faire autrement? Et je crois que dans les RH, le point important quand on parle de management, c'est de faire entreprise, ensemble, des femmes et des hommes. Et il y a cette notion de collectif. Alors, comment le contexte qu'on a vécu a bousculé tout ça? Et bien sûr, Rafi, tu interviens également quand tu le souhaites corriger, Béatrice. Évidemment. Alors, compliqué de parler juste après Rafi, qui est quand même dans le concept, et enfin, comme dans le concept, je veux dire, dans la philosophie, moi je vais être peut-être un peu plus basique. C'est un petit peu tout ce que tu as dit, je pense. On faut faire avec, c'est une opportunité, c'est une contrainte. On parle du monde d'après. Je crois qu'on a tous compris qu'il fallait déjà inventer le monde d'aujourd'hui et puis de se dire on va s'en tenir à aujourd'hui parce que demain, on ne sait pas trop de quel ordre sera demain. Donc, le collectif pour nous, chez France Télévisions, et je pense chez tous les DRH, je pense que c'est un des enjeux majeurs de le reconstituer après ces vagues de... tu restes chez toi, puis tu reviens, mais en fait tu vas repartir, mais en fait tu peux y rester un petit peu, mais fais attention quand même. Donc bon, ça fait partie des enjeux, il me semble, des RH que de penser à ça. Alors chez nous, je ne sais pas s'il y a encore des grands, on a beaucoup de blogs, beaucoup de gens pour dire ce qu'il faut faire, etc. Je crois qu'il faut rester aussi assez pragmatique et bien sûr dans le cadre de son entreprise.
Moi, ce que je peux vous livrer, c'est quelques pratiques qu'on a soit revisitées, soit créées, soit abandonnées. C'est toujours un peu les trois questions. Et l'une des pratiques, c'est vraiment tout bête, mais je pense que le truc qui marche le mieux, c'est quand même de se rencontrer, quoi. Le truc de dingue, c'est déjeuner, petit déjeuner, se toucher au sens vraiment professionnel du terme, mais discuter et évidemment réinventer l'espace de travail pour que les jours où on n'est pas en télétravail, ce soit vraiment des rendez-vous d'échange, des séminaires d'équipe. Enfin, je pense que tout ça, vous le faites, mais je crois qu'il y a parfois des trucs vraiment tout bêtes qui est de se dire, il y a certaines réunions, et c'est ce qu'on commence à faire, c'est que présentiel. Voilà. Alors, on n'est pas une entreprise internationale. Donc, moi, je venais d'une entreprise internationale où c'était très fréquent, les visios, parce que dans 25 pays, mais à France Télévisions, c'est terroir un peu quand même, hein, donc ça a été un bouleversement absolument majeur. Donc là, c'est tout simple, là on dit, on se voit, là, on discute, on fait des tables rondes, etc. Et il n'y a pas d'hybride. On aura de l'hybride, on aura du tout visio, mais ça c'est des trucs basiques, mais franchement je trouve que l'entreprise, aujourd'hui comme hier, et probablement comme demain, c'est aussi de l'humain, c'est tout simplement. Et le manager, évidemment, c'est celui qui va faire le lien et qui va donner de sa personne, il me semble aussi, pour être là, pour être en connexion et faire en sorte de faire revenir les gens. Après, nous, on a été assez extrêmes. Hein, c'était moi, je suis arrivée en septembre 2020. Je suis partie en octobre chez moi et j'ai dû revenir quasiment 6 mois. Je n'ai vu personne d'autre que soit par des masques, soit par des vignettes, comme on dit. Donc c'est pas humain, quoi. Donc voilà, c'est se voir, c'est le truc basique. Au-delà de ça, après, on avait des dispositifs qu'on a fait. Je trouve un truc intéressant. Là aussi, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est ce qu'on appelle l'accélérateur d'idées. C'est qu'on fait une offre. Proposition. En fait, on lance un concours d'idées, un truc aussi tout bête. Je pense qu'on n'a pas réinventé grand-chose, en fait, quand même. Ce qui est rassurant aussi. Et donc, il y a des jeunes, des moins jeunes, on a un thème général. Donc, par exemple, cette année, c'est connecter avec la jeunesse. Bon, vous savez que le rajeunissement de l'audience de France Télévisions, comme de ses effectifs, c'est un enjeu majeur, parce que notre but, c'est de ressembler à l'ensemble de la société française. Et donc, eh bien, les gens postulent, il y a un concours d'idées, ils peuvent y passer du temps, autant de temps qu'ils veulent, en plus de leur job, il n'y a pas de règles. Et depuis 3 ans, on fait ça, mais là, on l'a relancé à fond. Du coup, ils se connectent avec tous leurs collègues de tous les services, de tous les sites. On est sur 24 sites en France et 9 stations outre-mer, plus du siège. On est 9000, hein, juste pour donner des gros chiffres. Et après, on va les aider. Il y a des accélérateurs d'idées, il y a des coachs. Ils vont aller pitcher ensuite en juin avec la présidente. Et ensuite, il y a des idées retenues. Et par exemple, l'année dernière, c'était comment faire du lien avec le public. Et on a créé une application, un système de post sur TikTok pour les élections présidentielles qui marche. Donc, c'est aussi des choses qui vont c'est de l'intrapreneuriat, tout simplement. Mais ça, c'est vraiment des facteurs de connexion et d'engagement et de lien entre les uns et les autres. Et puis, dernière chose aussi, nous, on est aussi au service de la cité quand même. On a cette mission-là. Et donc, le lien, c'est aussi le lien avec les jeunes, faire venir des jeunes et aussi ressembler à la nation, donc faire venir la diversité. Donc, on a créé un partenariat avec l'INA, l'école Alpha, et donc c'est un peu l'école 42 pour l'audiovisuel, donc ils viennent de tous les horizons. Les filles sont gratuits, c'est peut-être pas le modèle économique chez nous, il faut penser peut-être. Bref, et ensuite on les prend en alternance et en apprentissage. Donc c'est multiplier les connexions de cet ordre-là pour refaire société, refaire équipe. Et évidemment, le manager, c'est le seul qui puisse faire ça. Donc nous, on essaye de l'armer avec de la formation, des webinaires, etc. pour le management hybride, comment faire. Enfin, je pense qu'on n'a pas grand-chose d'original, mais je pense que c'est vraiment cette crise nous offre, moi je le vois évidemment sur l'angle de l'opportunité, parce que sinon on va tous pleurer. De toute façon, avec le contexte actuel, il vaut mieux quand même essayer d'être positif et optimiste. Et aussi,
On a fait plein de choses différemment. Et il y a plein de choses encore à faire. Et le manager, il a quand même une zone, on en parlera après, mais il y a une zone de créativité possible qui est à sa main. Il faut oser. Apprendre à oser, c'est pas j'aime, hein, c'est plutôt HEC, mais on peut peut-être leur piquer des bonnes idées quand même de temps en temps. Merci. Alors, si je t'écoute attentivement, il y a un sujet de lieu. Tu l'as amené, le collectif s'incarne à un moment donné dans un lieu, et puis le distanciel a fait là-dessus poser difficulté. Tu as évoqué une notion qui est revenue aussi. Tu as parlé des idées, bien sûr. Tu as parlé de la jeunesse. Donc, il y a cette notion, on va peut-être la retrouver, d'intergénérationnel, c'est-à-dire tu auras de l'apprentissage aussi, cette notion de transmettre, de préparer la suite. Hein, c'est un point important. Et puis toi, tu es sur un périmètre qui est multisite. Ça croit la difficulté, effectivement, j'ai dit 24 sites en France et 9 outre-mer, hein, c'est ça? C'est ça. Donc effectivement, ces points-là. Je reviendrai à la créativité, on verra juste après. Rafik, tu souhaites réagir par rapport à cette notion du lieu, du rôle du manager et de l'intergénérationnel? Alors j'ai surtout envie de réagir sur la question de l'expérimentation, parce que je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on essaie de faire dans la chaire en fait. C'est, comme je l'ai dit, créer la notion de paix économique en contrepoint de guerre économique pour créer un espace dans lequel des choses se passent. Et donc pour casser l'hégémonie habituelle dans laquelle les gens s'imaginent que l'homme est fondamentalement un loup pour l'homme, agressif, etc., etc. Et ce que j'entends là, et en même temps j'entends de l'expérimentation et puis une certaine forme d'humilité en disant mais finalement on invente rien de nouveau. Et en fait, chaque expérimentation est nouvelle. Et je ne vais pas sortir la fameuse phrase qui parle des soupes et des pots, mais je pense que ce qui est important, c'est à un moment donné de reprendre la maîtrise d'une capacité à faire, et c'est pour ça que la communauté de pratique dans la chaire est quelque chose d'extrêmement important, et de savoir que les idées viennent dans la pratique. J'ai une de mes collègues qui est prof d'économie, il n'y a rien de plus abstrait à la base que l'économie, notamment parce qu'elle écrit, qui dit « les acteurs sociaux sont toujours en avance sur les chercheurs ». C'est-à-dire que les pratiques managériales sont toujours en avance sur ce que nous, on est capable de comprendre, et puis derrière, on essaie de voir ce qui se passe, et on essaye peut-être ensuite de reformuler ou de reconceptualiser ce qui se passe. Donc je pense que l'expérimentation est fondamentale, et je pense qu'il y a une notion très importante aussi dans ce que tu as dit, c'est l'importance du commun. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on s'est focalisé dans notre culture sur l'individu. Make a difference, soit différent, et puis bien sûr, au niveau entrepreneurial, c'était pareil, hein, il fallait se différencier d'eux. Et en allant vers la différence, en donnant trop d'importance à la différence, on oublie une chose très importante, c'est ce qui nous réunit en fait, c'est ce qui fait commun. Et je vais vous prendre un exemple tout bête, avant de te passer la parole, parce que je peux être extrêmement bavard. Je suis des étudiants qui sont dans des programmes de formation continue dans des grosses entreprises industrielles. Et je les accompagne sur des projets relativement conséquents au du changement. Et beaucoup me disent, oui, c'est compliqué, parce que dans nos équipes, les gens sont très différents les uns des autres, en termes d'âge, en termes de profil, de métier, etc. Et donc, j'arrive pas à trouver d'homogénéité. Enfin, je me heurte à ces différences-là. Je dis, mais les gens face auxquels tu es, déjà, vous voyez le biais du mot face auquel tu es. Hein. Les gens avec lesquels tu travailles sont des gens qui ont d'abord des choses en commun. Ils travaillent dans la même entreprise, ils parlent la même langue, ils travaillent dans le même lieu, ils font des métiers qui s'interconnectent les uns les autres. Donc avant de voir les différences, essayez de voir d'abord ce qui fait tenir ces choses-là ensemble. Et en fait, on parle bien de la même situation, sauf qu'on l'observe d'une façon différente. C'est exactement ce qu'on fait dans le cadre de la chaire. On ne remplace pas un système de valeurs par un autre. Le système de valeurs individualiste existe toujours, simplement on fait un pas de côté et on voit différemment les choses. Et en voyant différemment les choses, on s'aperçoit... Je vais simplement prendre un exemple qui est peut-être un peu politiquement, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis quand même. J'ai eu l'occasion de discuter il y a peu de temps avec des gens de l'IRSN, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans le domaine du contrôle des centrales nucléaires, et notamment quelqu'un qui faisait de la programmation de situations de crise dans les centrales nucléaires, qui programmait des simulateurs qui simulaient des accidents nucléaires et voir comment les techniciens devaient réagir. Et en fait, il me disait, parce que j'ai écrit un papier sur le bricolage au moment de l'accident de Fukushima Daiichi, il disait, d'après toi, combien de temps durent les procédures? Vous imaginez qu'en situation de crise, il faut que les procédures soient là quand il fait 20 minutes. Au bout de 20 minutes, il faut faire autrement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que faire autrement, ça ne veut pas dire jeter les procédures. C'est tout le contraire, en fait. Les gens qui se comportent le mieux en situation de crise sont des gens qui connaissent parfaitement bien les procédures et qui savent ensuite les démonter pour les remonter différemment. Pour le dire avec mon langage, qui est un peu le vôtre, qui savent bricoler avec. Et donc, l'ancien est toujours présent. On ne jette pas l'ancien pour tout changer, faire du nouveau. On reconfigure la situation avec des bouts d'anciens et puis bien sûr des bouts de choses qui viennent d'ailleurs.
Et donc je pense que c'est très important de maintenir cette continuité-là. Tu as dit tout à l'heure, Béatrice, on a un petit peu 3 positions: revisiter, créer ou abandonner. Juste pour vous permettre de reprendre votre souffle, je vous donne juste un témoignage complémentaire. J'ai connu une entreprise très pyramidale qui avait 120 ans d'existence. Et bon, en fait, il y avait, comme dans toute entreprise, un bureau de directeur général et un petit salon d'attente devant le bureau du directeur général avec des fauteuils, quelques revues un petit peu défraîchies et les ambitions de l'entreprise affichées avec bien sûr des chiffres qu'il faut actualiser quasiment en permanence. Et en fait, on avait décidé dans cette entreprise que la plus grosse difficulté, c'était vraiment dans un cadre économique, c'était les silos entre toutes les activités, la comptable par la personne d'autre, le marketing dans son coin et les commerciaux de l'autre. Et a été créé en fait un café. J'ai inauguré un café au milieu d'un siège social, au 3e étage, avec bien sûr un café que les collaborateurs avaient choisi, c'était un cru spécial avec un producteur local, un espace convivial, et toutes les semaines se tenait dans ce café qui s'appelait le Café Parole, 3 quarts d'heure, une thématique écrite sur une grande ardoise. Cette semaine, nous allons réfléchir au magasin de proximité de demain. Venez 10 personnes, un comptable, un apprenti, un homme de RH, un commercial qui était dans la région et qui passait par là à ce moment-là. Et en fait, ont été créés, grâce à ces ateliers, des choses formidables, dont une qui était ce concept que vous avez vu à la télé, ces fameuses bibliothèques de cross-booking, dans une enseigne rurale où il n'y a pas de... Dans la commune, il n'y a plus de librairie, il n'y a pas de point de vente de livres. Et en fait, c'est les collaborateurs qui ont imaginé ça, qui l'ont fait et qui l'ont fait lire. Et puis un jour, c'est passé au journal un samedi midi. Donc voilà, ce qui est une marque de reconnaissance, comme on le sait. Donc voilà, et c'était vraiment quelque chose, une culture qui n'était pas faite pour ça. Et à un moment donné, c'était de créer cet espace. Donc là, ça reboucle ce qu'on a dit. Le lieu, bousculer les pratiques et créer un collectif qui n'est pas naturel en fait, qui finalement ne va pas de soi. Donc c'était juste un petit témoignage. J'espère que vous avez pu vous restaurer. C'est bon, ça, on est à nouveau au taquet, on est prêt pour la prochaine question. Juste une petite question quand même. Quand on parle d'espace, il y a aussi des espaces, notamment dans le mentorat. Est-ce qu'il y a des expérimentations qui sont mises en place dans ton activité sur le mentorat, le tutorat, l'accompagnement et traverser un peu les lignes? Alors, c'est pas forcément là qu'on est le meilleur. Il y a plein de pratiques. Moi, je l'ai plutôt vécu chez Bouygues Télécom avec vraiment un grand succès. Je compte bien, enfin, grand succès, c'est très peu modeste ce que je viens de dire, mais c'était à la base pour aider les femmes à progresser dans la hiérarchie. On a tous un peu ce sujet-là, hein, quand même. Et c'est quelque chose qui a très bien marché et qui montre bien quand même qu'il y a une humanité forte, puisque voilà, le volontariat pour être mentor a été phénoménal et l'expérience de mentor a été hyper riche et plus d'ailleurs appréciée que celle des mentis, ce qui n'est pas forcément un bon signe, mais en tout cas on a créé vraiment cette solidarité interne et ça a permis de faire grandir un certain nombre de femmes, puis après on l'a ouvert aussi aux hommes parce qu'on se dit aussi qu'il y a certains hommes qui ont besoin de conseils pour progresser. Et donc c'est devenu quelque chose de très naturel, très simple et qui a bien fonctionné. Il y a un autre truc ça m'a fait penser à ce que tu as dit qui est aussi, que je compte bien aussi réessayer chez France Télé, c'est après une crise, France Télé Bouygues Télécom avait vécu un plan de départ, c'était un long bouilli, un truc de fou parce que personne n'avait... Enfin, c'est une entreprise formidablement sociale, patriarcale, mais sociale, et donc là, on licencie, c'était la première fois. Et donc, on avait vécu un choc. Bon, là, on en a vécu plein, probablement qu'il y en a d'autres. Et donc, pour recréer le collectif, on va dire pas qu'on avait voulu refaire le modèle de leadership. Donc ça, on sait bien aussi que c'est quand même quelque chose qui remet du ciment. Après une crise, en fait... Après ça, qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire et quelles sont les compétences attendues. Et j'avais fait un truc qui était assez sympa, c'est que le top 50 du management était chargé de venir avec son Jones, Adopt ton Jones. Et donc on était 100. Tu avais les Jones, alors évidemment parmi les potentiels. Et on a redéfini ensemble la grille managériale qui a servi ensuite pour tout le reste, la formation. Et ce genre de choses, ça permet de bousculer et vraiment de se redire au fond, après une crise, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on veut vraiment être. Bon, je trouve, des moyens humains qui permettent de refaire société. Je n'ai pas répondu à ta question. Si. Ça va? Tu me stresses. Bon, allez, Rafi. À
toi. Non, mais si je peux refaire le lien avec ce que tu dis. Il n'y a pas posé de questions. Non, je sais, je ne vais pas te laisser poser des questions, bien sûr. Voilà. On va prendre un Ah, peu mais de je pouvoir. vais quand même lui faire Ouais. plaisir, je vais parler de l'intergénérationnel, parce qu'il Ah, a répondu la perche. ouais. Merci. Et on n'a pas été assez aussi. Moi, mon truc, c'était. Allez. Ouais, c'était pas. Allez, vas-y. Mais justement, je vais compléter, il sera très content. Ah, Il va y avoir du recadrage. Mais, en fait, je pense que quand on parle d'espace, il faut bien comprendre qu'un espace a besoin de plusieurs éléments pour mise en tension pour créer cet espace-là. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est encore une phrase de chercheur qui est trop abstraite pour avoir du sens. Donc, je vais l'illustrer. Quand tu parles de mentor et de mentoré, en fait, on ne peut pas comprendre le mentorat si on ne fait pas tenir ensemble ces deux personnes-là. De la même façon, quand on parle de génération, pas comprendre une génération sans en même temps voir ses relations avec les autres générations. Platon disait déjà en son temps que les jeunes étaient des petits cons qui ne comprenaient rien et qui ne suivaient pas ce que disaient les sages de l'époque. Et donc, ce que je trouve intéressant dans les exemples que tu prends, c'est que je pense que créer du lien, créer du tissu, ça se fait par la mise en interaction de deux pôles qui ne sont opposés que si on cherche à les opposer bêtement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de créer cette relation-là. Je vais vous donner un exemple très concret. On a beaucoup d'entreprises ces derniers temps qui parlent de ce qu'on appelle le servant leadership, c'est-à-dire développer un management qui est au service de. Et c'est une très très belle idée que j'adore. Dominique Steller, que vous avez sûrement un jour croisé, vous avez déjà entendu, reprendre notamment les termes de ministre ou de samouraï qui reprennent exactement la même étymologie. À ceci près il faut savoir qu'en psychologie, par exemple, on a élaboré un concept qui est le concept de help seeking. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il est parfois difficile de demander de l'aide. Et d'ailleurs, cette difficulté varie suivant les cultures, varie suivant les contextes professionnels. Préparer les managers à être au service d'eux, ça ne marche que si symétriquement les collaborateurs acceptent de demander de l'aide aux managers. Donc, préparer les managers à être au service, ça n'a de sens que si on comprend la relation dans sa totalité. Développer un mentorat, ça n'a de sens que si on tient à la fois compte du mentor, et c'est déjà bien que les mentors prennent du plaisir à transmettre, mais en même temps du mentorat. Et quand à un moment donné tu parles de ton expérience de partage de café, etc., je vais prendre un exemple, je vais essayer d'être court là-dessus, mais avec Dominique, on a écrit un petit papier dans la Tribune, il y a peut-être 15 ans, parce que je me retrouve un jour devant France 2, et j'entends David Pujadas qui dit une étude, c'était au moment où la loi venait de sortir concernant l'interdiction de fumer en et Pujadas dit le fabricant de l'ascenseur Koné vient de faire une étude montrant que les pauses cigarettes dans les grandes tours de la Défense font gaspiller aux entreprises X heures de travail. Donc, je suis éberlué en entendant ça. Parce que j'ai l'impression d'écouter Taylor parler au début du XXe siècle en disant si tu n'es pas dans ton poste de travail, tu ne travailles pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi qui enseigne le knowledge management, j'ai écrit un morceau d'article en disant c'est dans ces lieux-là, la fameuse pause cigarette ou la fameuse pause café, que des gens qu'on décilote les organisations et qu'on recrée du lien entre des silos qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Et Dominique a complété le papier pour lui parler de ces moments de détente. C'est des moments où, à un moment donné, on sort du flux de son travail pour respirer à un autre rythme. Mais c'est difficile de saisir encore les choses de cette façon. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui dit, dans le télétravail, il y a télé. Oui, effectivement, dans le télétravail, il y a télé, mais il n'y a pas que télé. Il y a aussi travail. Et on a tendance à oublier un petit peu un pôle au détriment au profit de l'autre. Bien que ce soit bien de parler de télévision. Oui. Voilà. Il est 20h03, c'était la pause publicitaire. Alors, les règles sont bousculées. Est-ce qu'on n'est pas quand même, alors on va aller un peu dans le dur, est-ce qu'on n'est pas sur des injonctions paradoxales? D'un côté, on dit qu'il faut faire du mentorat, il faut accompagner, il faut co-créer, il faut innover. On parlait de la créativité tout à l'heure, j'en vais y revenir, tu vois, j'ai pas oublié. Et ensuite, de l'autre côté, des dirigeants qui, eux, en environnement de crise, ont aussi besoin de se rassurer, de remettre du contrôle, de recentraliser certaines choses. Est-ce que finalement, tout ça, c'est pas quand même quelque part en contradiction, et comment on pilote cette contradiction? Je te laisse répondre. Tu vas avoir plutôt... Non, je suis sûre que ça va être... Bon, non. Et alors, j'y vais. Tu vas voir que... Et pour moi, en fait, notre métier à tous, c'est ça. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais tous les jours, c'est jongler avec des contradictions en permanence. Juste, ça s'est accentué. Mais donc, je ne sais pas si... ta question est
vachement intéressante. Mais sauf que, en tout cas, nous, en tant que DRH, on est déjà de toute façon en lien, donc on essaye de faire en sorte que tu as la paix économique. Nous, s'il y a déjà la paix sociale, on est déjà bien. Et c'est pas simple parce qu'on a quand même pas mal de parties prenantes dans l'histoire. Je ne parle pas des syndicats chez France Télévisions, je pourrais en parler. C'est des acteurs aussi qui sont bien présents. Mais ça veut dire que, bah oui, on est en permanence dans l'injonction paradoxale. On essaye de jongler. Et il y a le cadre. Et malgré tout, j'anticipe un peu, mais je pense qu'il y a ce cadre qui est absolument nécessaire, sinon ce serait un bazar monstre. Puis alors, il y a les profits à faire. Nous, on a quand même à faire de l'audience pour justifier une redevance qui disparaît. Donc, ça serait bien quand même aussi. Donc, nous, voilà, bref, continuer à regarder la télévision parce qu'il y a 9000 personnes quand même qui travaillent pour sauver la démocratie. Quand même, on a une vraie mission. Je finis ma parenthèse publicitaire, même si on n'a pas, le droit à ça. Je ne sais même plus ce que je voulais dire. Si, voilà, donc on essaye de faire du lien et de jongler avec ces injonctions. Et je trouve que la beauté du manager avec son équipe, c'est de trouver ces petites zones sous. Alors, pourtant, je suis DRH, je suis garante des règles. Et moi, avec mon équipe, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des petites zones sous radar pour respirer, quoi, et puis pour en rigoler de ces injonctions paradoxales, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un monde assez dingue, là. Donc oui, puis c'est tout l'art du manager d'essayer de faire avec. J'aime bien l'idée de la notion sous radar. Rafi, si tu veux bien, il faudra qu'on le modélise, ça, non, sous le radar, ça s'appellera. Ouais, c'est ce que fait le bricoleur souvent. Je peux quand même rebondir parce que en fait, je vais encore faire mon point philo comme d'habitude. Je pense qu'il y a quelqu'un qui, il y a très longtemps, il y a 2500 ans, a dit « Toutes les affaires humaines doivent fonctionner sur un principe simple qui est le principe de prudence ». Ce type-là s'appelle Aristote, vous avez peut-être un jour croisé sa tête quelque part. Et je pense que pendant très longtemps, le management a été trop technique et pas assez humain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, il y a très longtemps, j'avais des profs de stratégie, certains que vous avez eu l'occasion de croiser, dont je tairai le nom, comme Dominique Joly, et par exemple, on me disait, utilise BCG, utilise telle matrice et dis ce qu'il faut faire. Et donc, je faisais ma petite matrice, je mettais mes bulles, je disais, cette activité-là, c'est un poids mort, donc il faut s'en débarrasser. Et j'utilisais techniquement un outil, un peu comme un ingénieur le ferait, sans aucune conscience des conséquences que ça aurait, et on ne me posait pas non plus la question. Est-ce que tu assumes le fait que cette activité que tu fais supprimer, que tu fais disparaître, eh bien, ce sera une usine de 300 personnes dans une petite ville de 5000 habitants et que ça va impacter 30% de l'économie? On m'a jamais posé ces questions-là. Et donc, détechniciser le management un petit peu, réinjecter de l'humain et donc de la politique, c'est-à-dire de la nuance, c'est-à-dire cette question toute simple qui est effectivement, on est en tension, on a un système paradoxal, quelle est la position adéquate à ce moment-là que je dois prendre, qui d'ailleurs changera le lendemain, c'est pas la même position. Il n'y a pas d'optimum en management, c'est une invention d'ingénieur, mais c'est pas un concept managérial efficace. Pour ouvrir, je surveille le temps, parce qu'effectivement, j'ai des sourcils qui se froncent. Si on pose peut-être pour ouvrir un petit peu les questions-réponses qu'on aura avec les participants, tout ça, ça bouscule aussi la notion de projet, parce qu'une entreprise, c'est un projet, hein, on le sait, et la notion d'engagement aussi dans ce projet. Donc on a parlé tout à l'heure, on a un petit peu touché du doigt de dire, avant coopérer, est-ce que maintenant on n'est pas dans l'entraide, enfin, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont en train de changer? Qu'est-ce qu'on peut en dire? On va commencer par Rafi. C'est Rafi sur ça. Il a repris deux mots dont on a déjà précédemment parlé. En fait, vous savez, dans l'entreprise, on parle depuis maintenant un certain temps de coopération. Et on en parle en long, en large et en travers sous différentes formes. Hein. Quand on parle d'intelligence collective, on va dire qu'il est important que les intelligences coopèrent, etc. Mais j'ai récemment lu dans Philosophie Magazine, pour ne pas citer, encore une source philosophique, quelqu'un qui dit « oui, mais et l'entraide là-dedans ?» Et il prend un exemple que je ne vais pas citer parce que je n'ai pas le temps, mais il y a une différence fondamentale entre l'entraide et la coopération. La coopération, c'est un terme qui s'appuie sur une organisation. On organise la coopération sous forme de projet, sous différentes formes. L'entraide, c'est un type de connexion humaine qui émerge de façon gratuite, où des personnes prennent du temps sur leur temps professionnel pour donner un coup de main. C'est ce que je faisais quand j'étais dans 10 ans. Et ces notions-là, jusqu'à présent, on ne parlait que de coopération au détriment de l'entraide. Il faut réinjecter les deux dans la pensée. Si je prends cet exemple, je vais prendre un dernier exemple, parce que mes étudiants en parlent beaucoup.
ils me disent, quand on nous recrute en stage ou pour un job, on attend de nous qu'on soit créatif. La créativité est toujours une des qualités systématiquement retrouvées dans à peu près toutes les offres d'emploi, mais on ne nous donne pas la possibilité de créer. C'est-à-dire qu'on nous demande d'avoir des qualités qu'on ne nous laisse pas exprimer. Et je ne dis pas qu'il faut nécessairement laisser les étudiants créer dans tous les sens. Je dis qu'il faut réussir à faire tenir ensemble une disposition psychologique, la créativité, et des lieux d'expérimentation dans lesquels cette disposition peut s'exprimer. Et parfois, on n'a pas ces deux polarités qui tiennent ensemble. Alors, moi, tu leur diras de venir chez France Télévisions. Je leur dirai. Tu veux bien, parce que c'est vrai que pour nous, on a la chance d'être dans un métier créatif. Donc, quelque part, c'est un peu différent parce que même les assistantes ou les DRH se sentent un tout petit peu des gens d'antenne ou de programme. Donc, c'est vrai que cette notion-là mais l'engagement, en revanche, chez nous, et c'est un vrai sujet, puisqu'on a une moyenne d'âge que je tairai par pudeur, et on a des gens qui rentrent chez France Télévisions et qui sont après une ancienneté qui est aussi assez dingue, et surtout en région. Des gens qui adorent leur métier, et donc le vrai enjeu, c'est de les maintenir un peu motivés. C'est-à-dire qu'il y en a plein aussi qui, au bout d'un moment, soit sont en arrêt maladie, soit se portent sur le syndicalisme, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Je respecte beaucoup les partenaires sociaux, ne vous méprenez pas. Donc l'engagement est chez nous absolument essentiel. Nous, on travaille sur beaucoup la mise en visibilité des parcours professionnels. Alors ça fait moins vibrer les jeunes. Hein. Quand on s'adresse à eux, on parle d'expérience salariée, hein, d'employee value proposition, on essaie de dire ça. Pour les plus âgés, on parle de possible et d'expérimentation. On travaille beaucoup sur la reconversion et la mobilité. Donc il y a plein de métiers qui sont, comme dans d'autres industries, frappés par la techno. Évidemment, donc il y a plein de métiers qui meurent chez nous. Donc il faut faire comme ça. Ça pour dire que l'engagement pour nous, c'est peut-être plus facile aussi parce qu'on a un métier qui est peut-être plus porteur de sens et de paillettes, mais pas que. Hein, quand vous êtes perchiste comme ça, ce sera plus formidable, mais vous sauvez la démocratie quand même en faisant ça. Donc ça permet d'avoir de la cathédrale. Merci. On va arriver, le temps passe vite, on va arriver au moment des questions avec les participants qui sont dans la salle. Est-ce qu'il y a un mot que vous souhaitez rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit jusque-là, qu'on a partagé? Le mot de la fin, FIL, pas FIL, pas oui. Il y avait les cookies, donc ça a permis de pas... Alors, moi, j'aurais dû venir avec un grec, un Aristote, parce que toi, quand même, tu en jettes avec des trucs. Moi, j'ai le temps pour ça. C'est pas le voyage. On va en parler après la fin de ça. Moi, je trouve que, voilà, on est des DRH. Moi, je trouve qu'on fait le plus beau métier du monde. Un des plus compliqués aussi, parce que justement, on s'occupe du cadre, on s'occupe de tout, on est des gestionnaires, on est des entertainers, il y a le dialogue social, il y a la paye quand même, hein, accessoirement. Donc on a un métier formidable et je trouve que depuis quelques temps, on profite peut-être un peu de la crise, mais c'est formidable de l'exercer parce qu'on a enfin l'occasion d'apporter notre vraie valeur ajoutée justement autour de ce qui fait vibrer les gens, c'est-à-dire leur métier, et donc de les aider peut-être pas pour toute la vie, mais en tout cas pour un petit moment à se réaliser, à s'accomplir et à vivre au mieux l'expérience qu'ils vont vivre dans l'entreprise. Je trouve qu'on fait un métier formidable. J'avais oublié l'opposition entre la direction et les syndicats au démarrage. Et croyez-en mon expérience, je viens de passer 2 heures pour venir avec la CGT des retraités cheminots dans le même wagon que moi. Ouais. Et à 9 h, ils ont attaqué au vin blanc avec la soupe à l'oignon et tout le reste. Voilà. Rafi? Je pense que pour moi, le mot de la fin, ce serait que depuis que je travaille avec les entreprises de la recherche, je m'aperçois que les entreprises font des choses formidables, mais sans savoir qu'elles sont formidables. Ce que je veux dire par là, c'est que les expérimentations faites dans les entreprises qu'on croise assez régulièrement sont profondément créatrices de liens, mais on ne mesure pas toujours la valeur de ces expérimentations, qui peuvent être petites ou grandes, peu importe. On ne regarde parfois ce qui relève d'une certaine forme de performance économique ou ce qui relève de grands événements managérialement signifiants. Mais tous ces moments dans lesquels du lien se crée, et à travers ce lien du sens se crée, et à travers ce sens des valeurs émergent,
je trouve que quelque part, on n'en tire pas assez profit et on ne s'en sert pas assez comme modèle. Parfait. Il reste à vous remercier tous les deux, et puis on va être à votre disposition pour prendre vos questions, vos interrogations, vos réactions. La première étant toujours la plus difficile. Il n'y a personne dans la salle qui est censé poser des questions pour nous. Donc on compte sur vous vraiment. Vous travaillez sans filer, on a parlé de courage de l'humain, on a parlé de courage managérial. Donc il y a le courage du participant et c'est à vous de jouer maintenant. Très bien, merci beaucoup. Merci mille fois. Merci. Je me lance parce que je sais qu'il y a en face de nous des spécialistes qui seront au moins rebondir sur la notion que je vais évoquer, mais déjà merci pour votre présentation parce que c'était hyper riche. À l'entreprise, je me suis retrouvé dans des situations que je vis complètement. Juste pour savoir si il vous arrive de travailler avec la gestion des ressources humaines, avec la notion d'intelligence émotionnelle. De résoudre pas mal de problèmes quand on est dans la conscience, pour aussi sensibiliser. Parce que tout à l'heure, on évoquait l'exemple de la personne, de l'étudiant, je crois, qui s'est retrouvé en face de ses collègues qui n'arrivaient pas à comprendre, ou plutôt avec. Mais voilà, se dire à ce moment-là que dans le management, dans la gestion de toutes ces ressources humaines, qui sont censées partager des valeurs, il y a la notion d'intelligence humaine. Et je vous parle de ça parce que j'ai un parcours de sportif qui m'a aussi conduit à devoir développer cette notion, et en termes de management et de groupe qui doit vivre autour d'un projet commun avec des personnalités complètement différentes, c'est une notion qui m'a sauvé en fait. Et je trouvais ça intéressant peut-être de le remettre dans votre intervention et de savoir si c'est une notion qui vous parlait. Alors, je peux dire un mot de ce que tu viens de partager. Nous, on travaille beaucoup avec cette notion-là dans le cadre de la chaire, avec beaucoup de prudence, parce qu'il ne faut pas que l'intelligence émotionnelle devienne un instrument uniquement au service de la performance. Il faut que ça vienne d'abord d'un sentiment profond chez chaque personne, qu'elle est une personne pleine et entière, qu'elle n'est pas simplement un cerveau détaché d'un corps, mais qu'elle est un ensemble. Et pour simplement illustrer ce qui se diffuse maintenant de façon quasi systématique ou de façon de plus en plus présente dans la pédagogie AGM, j'ai fait cours il y a un mois dans ce même bâtiment, le lendemain du déclenchement de l'invasion russe en Ukraine. Et j'étais complètement bouleversé, comme la plupart, je pense, d'entre nous. Je n'ai pas dormi de la nuit. En plus, ma femme est biélorusse, donc elle était en contact avec sa mère, etc. Et là, j'ai passé une demi-heure à discuter avec les étudiants de l'état dans lequel ils étaient, en disant « Je ne peux pas faire cours avec vous aujourd'hui, comme si rien s'était passé hier. » Et je sais, j'ai senti chez les étudiants d'abord un petit peu de réticence, parce que c'est très compliqué d'en venir à intégrer ces émotions, notamment dans un contexte pédagogique qui sollicite essentiellement la tête. Et donc au début, il y a eu beaucoup de réticence. Et finalement, ça s'est lâché. Alors après, c'était à moi de tenir les choses et c'était pas évident. Mais quoi qu'il en soit, ça fait partie effectivement de ce qu'on essaye de faire dans la chaire, c'est-à-dire remettre du lien, et pour le coup, remettre du lien entre le ventre ou le cœur et le cerveau. Mais on est dans des cultures qui n'ont vraiment pas cette habitude-là. Donc il faut du temps. Il faut du temps, il faut préparer les gens à vouloir y aller. C'est un petit peu comme ça. Je peux juste réagir par rapport à ça. Je travaille en RH à la BNP, dans l'environnement bancaire, où il y a quand même beaucoup de cadres, de structures et peu d'appétence à tous ces sujets d'intelligence émotionnelle. Et pour rebondir sur l'expérimentation, en fait, ça fait plusieurs années, depuis 2018, que je participe à des collectifs transversaux par le bivouac, un laboratoire qui est assez ouvert dans l'entreprise, etc., qui justement aujourd'hui accompagne des membres d'Exco qui ne sont pas du tout habitués à ça, avec du photolangage, des éléments justement en début de réunion, on leur demande de réagir sur des photos diverses et variées, on leur a demandé aussi de faire de la météo intérieure, mais finalement pour ce genre de public assez analytique, le photolangage c'est beaucoup plus impactant et générateur de sens, et ça crée un cadre qui n'a rien à voir par rapport à une réunion classique, de la comitologie, les éléments où on va être l'ordre du jour à peine, même plus forcément nécessaire, et puis où on attend, on est beaucoup dans des réunions qui existent encore top-down, où l'output, c'est pas évident, et par rapport à ça, on voit vraiment des pratiques et des collectifs différents, transversaux, qui se créent, qui sont en train de se créer. On mesure vraiment au quotidien, c'est long, c'est des temps longs, mais qu'il y a quand même des éléments de transformation qui sont quand même déjà bien. Peut-être réagir par rapport à ce que tu évoques.
J'ai croisé une fois dans mon parcours une enseigne que tout le monde connaît qui s'appelle Botanique. Et vous savez, quand vous avez un moment important commercialement comme le marché de Noël, où vous faites un plan marketing qui explique comment les choses vont se faire, et dans cette entreprise-là, les équipes étaient réunies sur chaque magasin, on leur montrait des images, il leur était montré des images qui touchaient à la neige, à l'hiver, voilà, et juste pour susciter la créativité, l'émotion. Et partant de ces images-là, la réunion s'arrêtait et les équipes travaillaient ensemble pour faire un marché de Noël qui, d'un magasin à l'autre, ne ressemblait pas à celui du collègue. Et ça suscitait l'émotion, la réaction avec des images, vous imaginez, un petit village enneigé, une petite lumière qui brille, enfin vous y êtes, ça y est. Et en fait, les équipes s'en saisissaient et le faisaient. Et j'avais trouvé ça exceptionnel dans la façon d'emmener les équipes en fait, dans chaque magasin botanique. J'ai aucune action chez Botanique. J'avais croisé ça parce qu'à l'époque j'étais jeune directeur de magasin, je suis allé voir ça. Voilà. Un exemple de créativité, d'émotion aussi. Oui, ce thème-là, nous, on l'inscrit dans le cursus managérial, vraiment, le côté mieux se connaître pour mieux vivre avec les autres. C'est vraiment un cursus, module à part entière. Et chaque mois, il y a une conférence qui est dédiée aux managers et on essaye de parler de créativité, parler d'animation des équipes sous l'angle plutôt du jeu, de l'humour, surtout quand en visio quand même, mettre un peu de créativité, c'est quand même plus... Et en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'ai fait un escape game avec mon équipe. On arrive à faire plein de trucs quand même. On est très très fort hein, quand même. C'est vrai que tu as raison, on est assez résilients finalement. Absolument. On a encore le temps de prendre des questions. Alors, partage d'expérience et aussi soumettre ça à vos réponses. J'ai un parcours de dirigeant d'entreprise dans des filiales de multinationales. Et oui, il y a deux choses qui me frappent au fil de... je suis PGE 87, donc tu vois, tu es très jeune. J'en ai trouvé un. Il y en a qui n'est pas trop jeune que moi. Et oui, il y a deux choses qui me frappent dans le parcours. C'est que le sens, on parlait un petit peu, continue à être toujours extrêmement important pour tous nos collaborateurs, y compris pour ceux qu'on essaye d'acquérir. Alors, le sens revêt des notions différentes, évidemment, avec les générations. Quand les gens viennent aux entretiens, aux engagements responsables, aux sociaux, etc. Et puis, accessoirement, c'est quoi les ambitions en termes de business. Mais c'est toujours du sens, il faut aussi toujours continuer à donner du sens. Et le deuxième, et ça aussi, ça traverse les générations, c'est ce que j'appelle, moi, la dictature du coup, qui enferme souvent le dialogue et qui enferme l'entreprise. J'entends, on ne peut pas faire du volume puis de la valeur. C'est pas possible. Ou bien on ne peut pas être du côté des employés et des employeurs. Ou on ne peut pas faire du marketing et des ventes, c'est pas possible. Donc cette dictature du coup, donne aux managers une responsabilité supplémentaire qui est à l'inverse. Comment on casse ça? Comment le et peut être plus inclusif que le qui est effectivement libre. Et ça, j'ai l'impression qu'avec les générations, ça continue. C'est peut-être culturel, mais c'est en tous les cas quelque chose que continue et que je ressens toujours au fil des années. C'est culturel, hein. Une fois de plus, point philo, mais la philosophie occidentale s'appuie sur des catégories binaires et hiérarchisées. C'est-à-dire qu'on fabrique une catégorie, on fabrique automatiquement son opposé, et on considère qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Alors c'est le grand est meilleur que le petit, ou small is beautiful, c'est inversement, etc. Et pour réussir à sortir de ça, c'est très compliqué, parce qu'une partie de notre langage est bâti là-dessus, une partie de notre système de valeurs est bâti là-dessus, et ces fonctionnements catégoriels et oppositionnels n'existent pas de la même façon suivant les espaces culturels dans lesquels on se situe. Donc il faut sortir de ça. C'est vraiment du bricolage. Hein. Pardon? C'est du bricolage. Alors, ce que ferait un bricoleur, c'est justement dire, plutôt que de figer ces deux pôles-là, je les horizontalise et puis je vais les casser et puis je vais faire un truc différent avec. Mais ça demande une dextérité mentale et ça demande surtout une forme de désobéissance aux idées, au langage, à la culture, qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Pas du tout. Et sur la question du sens, je vais simplement un petit point, parce que j'ai un copain que certains connaissent peut-être, Laurent Le Sable, qui a monté tous les cours de théâtre à GEM, et qui précise, avec beaucoup de vers, que sens, c'est un terme qui a trois significations. Une direction géographique, pas spatiale, la notion de sensibilité, qui rejoint la notion d'émotion, et la notion de signification. Et le malheur dans nos cultures occidentales, c'est qu'on a donné tellement d'importance à l'âme ou au cerveau, qu'on considère que le sens, c'est d'abord de la signification.
alors que c'est aussi de la sensibilité et c'est aussi un déplacement spatial. Donc, refaire tenir tout ça ensemble, c'est ce qu'on essaie de faire dans la chaîne. Je rebondis juste, à mes heures libres, je suis marin, je suis en réserve de la marine, et la notion du « et », elle est travaillée d'une certaine façon, puisque en fait, quand vous êtes dans un équipage sur un bâtiment, selon les phases de vie du bâtiment, donc les postes de sécurité, les postes de combat, le cuisinier qui est un maître dans son art, c'est-à-dire que si on mange mal à bord, le cuisinier est passé, va perdre des profits, c'est un poste très important, parce que tout le monde sait que dans la marine on mange bien, mais à côté de ça, il a d'autres fonctions. Notamment, il y a certains cuisiniers, ils ont une fonction, c'est eux qui tiennent la mitrailleuse de 12 lorsque le bâtiment est attaqué, et c'est des très bons tireurs. Donc il y a le « et ». Ils ont plusieurs missions qu'ils doivent mener parfaitement. C'est pas, voilà. Et bien sûr, vient se superposer le sens quand ils montent sur le bâtiment, ils connaissent le sens de la mission, ils savent expliquer. Donc là, on a et le sens, et effectivement cette notion du « et », parce que le « ou » ne suffit pas. Sinon, ça s'appelle un passager clandestin, et ça, je ne suis pas sûr. Il n'y a plus de canne avec du rhum, je le précise. Fin de la parenthèse. Mais c'était une illustration comme une autre, effectivement, parce que le collectif, là, s'appelle un équipage. Et on part à 70, 120 sur une frégate, et on revient en fin de mission à 70, 120. On ne peut pas descendre en route, sauf si le cuisinier est mauvais. Voilà. C'est la seule exception que je dirais, avec les chats qu'on débarque du Une dernière question, je regarde effectivement Éline et puis Margot, que je remercie parce qu'elles ont participé à l'organisation de l'événement et elles ont œuvré en coulisses quand même, donc c'est très important. Je précise pour rappeler qu'on sera aussi, on ne fuira pas, on sera là pendant le moment convivial pour poursuivre ces échanges, parce que c'est très frustrant d'avoir effectivement 45 minutes plus 10 minutes de questions-réponses. Une dernière question, c'est toujours le meilleur pour la fin, pour ne pas mettre de pression. Là, tu as réussi. Voilà. Oui, merci. On a parlé de puissance, une question pour Béatrice, mais justement, comment vous appréhendez l'interculturel? Moi, j'ai plutôt un parcours financier avec des différents pays. Comment vous appréhendez l'interculturel au niveau européen? Est-ce que c'est pris en compte déjà? Et comment vous faites? L'interculturel au sens différents métiers, non, c'est au ça? sens différentes cultures, les gens avec qui on travaille, qui viennent d'horizons différents, dans des pays différents et des cultures différentes. Dans un groupe international comme le tien. Alors, c'est international, mais c'est franco-français quand même. Mais à notre échelle, tu as les Outre-mer, qui est un monde totalement à part. Après, il y a les régions. Donc là, ils se battent, des Corses, des Bretons, etc. Et il faut faire gaffe quand on arrive en réunion quand même. Il y a le siège. Alors là, le siège, évidemment, c'est France 2, c'est le panache, etc. C'est le 20h. Il y a les journalistes, d'un côté, qui flottent un peu. Ça, c'est un métier tout à fait à part. Donc, c'est plutôt ça l'interculturel. Mais c'est une entreprise assez incroyable parce qu'il y a des parcours de folie. Il y a des gens qui étaient techniciens qui passent journalistes. Enfin, moi, ma patronne est DRH, elle a commencé JRI, elle était patronne du réseau France 3. Il y a des carrières inter que je n'ai pas retrouvées dans d'autres. Alors, je n'ai pas fait toutes les entreprises du monde, mais j'ai trouvé que les silos étaient vachement plus importants chez nous. Bon, c'est aussi parce qu'il y a une carrière longue, donc il faut quand même bien qu'on trouve. Mais il n'y a pas cette barrière a priori entre les métiers. Donc, c'est pour ça que je serai à l'antenne prochainement, j'espère. mais en fait, non, il y a des possibles que je n'ai pas vus dans d'autres entreprises. C'est assez rigolo. Bon, après, il y a celui, voilà. Et après, entre les pays, je ne vais pas dire chez France Télévisions, chez Amplifon, qui était ma précédente boîte, c'était rigolo. On était dans les stéréotypes, les clichés, c'était pas vraiment managé. Les Français, c'était les râleurs qui ne faisaient pas leur ressenti. On était dans les stéréotypes, il n'y avait pas vraiment de gestion d'interculture. Nous, c'était hiérarchique, il faut faire ce que le corporate a dit. Et puis voilà. On va devoir rendre l'antenne sur l'expression consacrée. On est d'accord. Voilà, ah oui, j'ai des gros yeux. Il me reste à vous remercier tous les deux pour votre témoignage, votre participation, merci, et merci aux participants également. Merci beaucoup. Merci.